Bonjour à tous, chers membres et bénévoles de l'ARSEC. Je suis très heureux d'être avec vous pour la première fois pour ce 7e numéro du MAG. Je succède à Lionel avec, je l'espère, autant de talent. En tout cas, je ferai tout pour. Je ne peux pas garantir que je mettrai les mêmes nœuds papillons que Lionel, mais en tout cas, je vais tout faire pour être à la hauteur. Vous pourrez bien sûr, comme c'est de coutume, commenter, réagir à ce qui se passera dans cette édition. Vous avez la partie chat pour se faire. Poser aussi toutes vos questions à nos intervenants dans ce MAG, dans cette 7e édition. C'est un numéro qui est placé sous le signe du bien-être, comme vous allez pouvoir le constater dans le sommaire donc, de cette 7e édition. Ça commencera dans quelques instants avec l'édito. Juste après, il y aura l'actu de l'association avec l'équipe de la com, Clémentine et Chloé qui seront avec nous. Il y aura le point réglo, alors c'est le nouveau nom de la chronique de Maître Hérault, avec des nouveautés sur la loi santé au travail qui évolue. Et puis ensuite, nous ferons une visite de site. Nous découvrirons ensemble le nouveau campus de Sciences Po avec nos invités, Françoise Albaret qui est responsable projet IMO et gestion de patrimoine à Sciences Po, et Antoine Chambrin qui est directeur de projet pour JLL, qui a assisté à la maîtrise d'ouvrage. Et puis ensuite, l'histoire des bureaux, vue par Mario, qui va se transformer pour cette édition en historien et qui remontera même jusqu'au Moyen-Âge. Et enfin, on terminera avec le repéré pour vous. J'ai repéré pour vous des choses très intéressantes sur le thème justement de la santé et du bien-être au travail. C'est notre fil rouge, donc, comme vous l'avez compris. Et ça va d'ailleurs déjà commencer avec l'édito. On le sait effectivement tous, il y aura un avant, après Covid, car même si la pandémie est toujours là, nous sommes déjà dans le temps d'après avec un retour à la quasi-normalité depuis hier. Mais on le sait, plus rien ne sera jamais comme avant. Les nouveaux défis sont nombreux pour tous les acteurs de l'environnement de travail et vous êtes de fait devenus des responsables des environnements de travail avec des problématiques nouvelles et des missions qui se sont multipliées. Comment donner envie aux salariés de revenir au sein de l'entreprise, de retrouver le goût et le plaisir du travail en équipe, de la convivialité, de l'échange. Comment donner même l'envie d'y rester dans cette entreprise, car les salariés sont devenus plus volatiles, encouragés par leurs envies personnelles et des chiffres du chômage au plus bas depuis 2008. Comment aussi trouver l'équilibre entre ce retour en entreprise et le télétravail, équilibre qui peut parfois, vous le savez, relever du casse-tête. Comment optimiser même ce télétravail en proposant, on le sait, des solutions qui facilitent la vie de tous au sein de l'entreprise, des services à domicile, des gardes d'enfants ou de conciergerie, une restauration d'entreprise repensée avec des offres de click and collect, par exemple, ou des livraisons de repas. On le sait, les idées sont nombreuses. Mais le travail a aussi entraîné des prises de conscience. Un exemple parmi d'autres. Plus on télétravaille, plus on trouve qu'il y a trop de bruit, trop de nuisances sonores quand on revient en entreprise. C'est ce qui ressort d'une enquête OpinionWay commandée par Saint-Gobain Ecofond et qui est parue en décembre dernier. Regardez, on y voit que près d'un salarié sur deux, 48%, déclarent ne plus pouvoir supporter certains de leurs collègues qui sont à l'origine de ces nuisances sonores. Vous vous en doutez, cette proportion était beaucoup plus faible, un salarié sur 5 seulement avant le Covid. D'ailleurs, 6 salariés sur 10 qui se plaignent du bruit rapportent une perte d'efficacité, sont moins concentrés, sont beaucoup plus sensibles aux problèmes, au bruit qu'il y a autour d'eux. Ça va même plus loin, puisque l'excès de bruit peut être à l'origine d'envie de départ. Ainsi, 27% des salariés pensent à quitter leur travail actuel si rien n'est fait pour les protéger de ces nuisances sonores. Il s'agit, je le disais, d'un exemple parmi d'autres, mais le stress qu'a pu engendrer la crise a accentué les sensibilités. Le rôle capital d'ailleurs de tous les services aux environnements de travail qui participent activement au bien-être de tous a donc été mis en lumière, et ce fort justement. Cette prise de conscience des salariés est partagée par les managers qui réalisent maintenant que la notion de qualité de vie au travail rime avec quantité de bien-être au travail. Le bien-être qui est d'ailleurs devenu depuis la crise un moyen efficace pour garder les salariés et pour attirer des candidats. Ainsi, les entreprises donnent de plus en plus
et doivent de plus en plus développer des espaces de non-travail. Bref, cette crise sanitaire aura peut-être eu un effet bénéfique, celui d'accélérer votre capacité d'adaptation, d'innovation, d'invention pour le bien-être de tous. Et comme le dit le proverbe chinois, c'est par le bien faire que se crée le bien-être. D'ailleurs, tout à l'heure, dans la rubrique Repérez pour vous, je partagerai avec vous des chiffres très intéressants et les tendances sur ce thème du bien-être au travail qu'on retrouve dans beaucoup d'articles de la presse spécialisée et de la presse tout court d'ailleurs. Mais pour le moment, je vais donner la parole à l'équipe de la com de l'ARSEG qui va tout nous dire sur l'actualité de l'association. Vous les voyez, elles m'ont rejoint sur scène. Bonjour Clémentine et Chloé. Bonsoir Miguel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, écoute, tout va bien. Bon, tant mieux. On va passer donc en revue l'actualité avec vous de l'association. Vous allez d'ailleurs, je le disais, c'est le fil rouge, hein, nous parler de santé au travail, mais on commence avec une bonne nouvelle, Clémentine. En effet, bonsoir à tous. Une très bonne nouvelle, on l'attendait depuis 2 ans maintenant. L'Afterwork de l'ARSEG est de retour et donc nous vous donnons rendez-vous le 22 mars prochain à Paris à partir de 18h30. L'ARSEG a privatisé rien que pour vous le bar Liberto dans le quartier de Châtelet et donc on vous invite à partager un verre et quelques bonnes pizzas avec les membres du réseau. Inscription obligatoire pour retrouvailles assurées. Nous allons maintenant passer au premier lab de l'année. Il aura lieu dans quelques jours et il sera présenté par notre célèbre rédactrice en chef du Workplace Magazine, Julie Doen. Ce lab aura pour sujet la santé et le bien-être au travail. Quels enjeux à l'heure du télétravail? En effet, bien que le télétravail soit majoritairement plébiscité par les salariés, il n'aurait pas que de bons côtés. À terme, il pourrait même avoir des effets néfastes sur la santé et la charge mentale de certaines personnes. Nous pouvons nous demander comment s'assurer de la santé des salariés hors des murs de l'entreprise. Pour répondre à ces interrogations, rendez-vous le 22 mars pour ce nouveau lab. Merci Chloé. Et donc j'enchaîne avec une conférence de presse qui aura lieu demain matin pour présenter en exclusivité aux journalistes une toute récente étude menée par le cabinet Ent et co-réalisée par l'ARSEG, le CIPEMI et le CRDIA. Cette étude est portée sur les services aux environnements de travail en 2021 et donc elle a pour but de valoriser et mettre en évidence l'importance du secteur d'un point de vue économique et social. Vous pourrez la retrouver très prochainement sur le site du CRDIA. Nous souhaitons revenir maintenant sur un événement passé qui est l'atelier de la Commission des Solidarités. Donc, cet atelier a eu lieu le 11 mars dernier. Petit rappel, la Commission des Solidarités vous accompagne dans vos problématiques RH au quotidien, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. Elle vous propose aussi de nombreux services comme la CVTech, la bourse à l'emploi ou la mise en relation avec des cabinets RH et bien d'autres. Et pour la toute première fois, la Commission des Solidarités était destinée aux prestataires de services en recherche de profils qualifiés ou ayant des difficultés à recruter. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au replay qui est déjà disponible sur le site de l'ARSEG. Merci. Et nous allons finir par un petit tour des régions, car il se passe beaucoup de choses en ce moment en région et dans les semaines à venir. Donc, premier point avec la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui co-organise avec JLL et Tetris le 31 mars prochain à Lyon une conférence sur le bureau régénérant, nouvelle approche de l'environnement de travail pour retrouver des salariés engagés et performants. Et cette matinée sera conclue par une visite des bureaux de Tetris. Donc, n'hésitez pas à passer le mot à vos collaborateurs lyonnais. Ensuite, nous passons dans la région Grand Est qui réunira un panel d'experts à l'Université de Nancy le 5 mai pour une table ronde sur l'économie circulaire et l'achat de mobilier issu du réemploi dans le cadre de la loi AGEC. Ensuite, Raphaël Cartron, dans la région Sud-Ouest, vous emmène visiter la Monnaie de Paris à Pessac, en compagnie d'Arnaud Edette, directeur du projet de valorisation du site, le 24 mars, à partir de 10h30. Et pour finir, la délégation Ouest organise un webinar ouvert à tous et toutes, avec la société Eurest, qui est spécialiste de la restauration d'entreprise, pour passer en revue les enjeux et solutions de l'impact environnemental sur la restauration d'entreprise, justement. Donc, il vous donne rendez-vous le 31 mars de 11h à midi sur Livestorm. Voilà, Miguel, c'est tout pour l'actu. Nous te repassons le micro. Merci à tous et à très bientôt. Merci Chloé et Clémentine, c'était parfait. Je compte sur vous à chaque numéro du webinaire ARSEG Le Matin. Merci Miguel de nous avoir reçus.
votre rubrique sera indispensable. Je suis sûr que celles et ceux qui sont là, et d'ailleurs je les remercie parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le chat, seront d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la chronique de Clémentine et Chloé. Merci à toutes les deux. Et posez vos questions. Si vous avez des questions dans le chat, posez vos questions à Clémentine et Chloé. Elles y répondront pendant toute la durée de ce mag. En attendant, au nom de la loi, je m'arrête. On va parler législation avec le poids réglo de Maître Hérault. Héloïse Hérault m'a rejoint sur scène. Bonjour Héloïse. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ça va. On va parler santé, hein, je l'ai dit, le bien-être, la santé, c'est notre thème fil rouge de cette édition. La loi santé, ça tombe bien, évolue, hein, avec, à compter du 31 mars, Héloïse, un suivi médical des salariés qui est entièrement revu, c'est ça ? Oui, tout à fait. La loi santé, alors elle date d'août 2021, mais les décrets sont sortis et elle s'applique à partir du 31 mars 2022. Ouais. Et elle a pour singularité de mettre l'accent sur la prévention de la sécurité et de la santé, hein, parce que depuis toujours, on est sur la réparation en France, c'est-à-dire que on sait pertinemment faire des actions en justice, devant les tribunaux, des actions en responsabilité pénale de l'employeur. Et avec le Covid, on s'est beaucoup aperçu, je dis on, mais c'est le gouvernement, qu'il y avait une difficulté dans l'anticipation des situations de sécurité santé. Pour te donner un chiffre qui est intéressant, en 2019, et c'est lointain de façon volontaire parce que 2020-2021, les données sont forcément faussées, en 2019, on avait 650 000 accidents du travail déclarés en France, ce qui représente sur l'année 3,5% des salariés. Donc en réalité, cette loi, dont l'application va arriver, cette loi est vraiment mise sur l'accent de la prévention et non plus l'accent de la réparation. Et ça va commencer d'ailleurs, Héloïse, par les visites médicales de reprise. Alors tout à fait, on a une nouveauté, c'est que les visites médicales de reprise, depuis un bon moment, sont gérées en disant on doit faire une visite médicale de reprise au bout de 30 jours d'absence du salarié. La loi est venue un petit peu nuancer ce propos en disant que pour les accidents du travail, c'est toujours à l'issue des 30 jours d'absence, mais dorénavant pour les arrêts maladie classiques qui n'ont donc pas d'origine professionnelle, on attendra 60 jours avant d'aller voir le médecin du travail. Ça a une importance assez particulière parce que l'accent est mis vraiment sur cette notion de j'ai une difficulté de santé liée au travail. Et cette difficulté de santé liée au travail, elle est priorisée puisque on attend moins de temps pour aller voir le médecin du travail par rapport aux arrêts maladie qui sont un arrêt maladie d'une grippe ou une gastro en dehors du travail. Il y a les rendez-vous aussi de mi-carrière, de fin de carrière qui oui, c'est intéressant aussi parce que dorénavant, à l'âge de 45 ans, on considère que tu es à mi-carrière. Bon, pourquoi pas. À l'âge de 45 ans, on va te faire un entretien de mi-carrière avec la médecine du travail pour voir si oui ou non ton poste est toujours adapté, ton âge fait que peut-être on pourrait envisager des adaptations. Et sur les fins de carrière, ce sont sur les postes qui sont dits des postes exposés à risque. On va également, pour éviter la désinsertion professionnelle, accentuer avec une visite médicale de sortie, de fin de carrière. Et c'est vraiment important parce que le salarié, du coup, est beaucoup plus encadré dans les difficultés qu'il peut rencontrer du fait de l'exécution de son contrat de travail. Donc, c'est vraiment une loi innovante et intéressante. Les autres changements, Héloïse, concernent l'évaluation des risques professionnels, lesquels ? Alors, on a cette notion, mais on en a discuté déjà sur plusieurs webinars, de document unique d'évaluation du risque professionnel, qui est un document où on recense en fait tous les risques auxquels sont exposés les salariés et on recense également toutes les actions qu'on doit mettre en œuvre. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que les employeurs n'étaient pas forcément diligents, c'est un document qui est un peu lourd à porter et la loi est venue, avec le Covid notamment, redonner un peu de vie à ce document en mettant des synergies beaucoup plus importante avec le CSE, donc les élus du personnel qui vont devoir être consultés sur la mise en place, mais également le suivi. Et surtout, on a, en fonction de l'effectif de l'entreprise,
si tu es une entreprise de plus de 50 salariés, on a des obligations qui viennent en plus, c'est-à-dire que non content de mettre un programme annuel pour vérifier de ces risques, de cette liste et des actions, on va devoir également indiquer les ressources qui vont être mises à disposition des salariés et de ces risques de l'entreprise et un calendrier extrêmement précis pour pouvoir rendre plus efficients ces éléments. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on allège un petit peu le fardeau parce que ce sont des entreprises qui sont quand même moins à même de remplir tous ces critères, mais on demande tout de même des actions avec une liste et une consultation du CSE. C'est un document vraiment particulier, Miguel, parce que il a cette faculté de vraiment recenser tous les risques et donc de contraindre tous les intervenants, médecins du travail, élus, employeurs, de contraindre tous ces intervenants à avoir une synergie qui puisse permettre d'anticiper les risques et peut-être de les éviter au mieux. Merci beaucoup, Héloïse. Je vois des questions qui arrivent sur le chat pour toi concernant donc la législation, la santé au travail. N'hésitez pas pendant tout le MAG à poser vos questions. Il y a Hélène qui voudrait savoir si la désinsertion doit figurer dans le DUER. Alors non, pas spécifiquement. En revanche, si la désinsertion est un problème de société parce que la société en interne a des salariés plus ou moins âgés, ça peut faire partie effectivement d'un risque qui peut apparaître dans le document. Tout est une question en fait de jauge, c'est-à-dire que le document unique, il est réellement applicable différemment en fonction des entreprises, des branches d'activité et du personnel qui existe en entreprise. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ça va s'apprécier au cas par cas. Très bien. Merci beaucoup Héloïse pour ce point réglo. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions à Maître Hérault, elle y répondra avec plaisir. Merci pour la disponibilité. Héloïse va rester avec nous jusqu'à la fin de ce MAG, j'en doute pas. Surtout qu'à suivre, on va découvrir ensemble un site. C'est la visite de site du jour. Et pour cette visite, vont me rejoindre donc sur scène nos deux invités qui vont nous présenter ce nouveau campus de Sciences Po inauguré le 28 janvier dernier, un campus urbain innovant au cœur de Paris qui a nécessité d'énormes travaux. Avec nous donc pour le présenter, ce nouveau campus, Françoise Albareil, responsable de projet immobilier et gestion de patrimoine à Sciences Po. Bonjour Françoise. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Merci d'être là. Et Antoine Chambrin, directeur de projet chez JLL, qui a assisté la maîtrise d'ouvrage. Bonjour Antoine. Bonjour Miguel, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Et merci à vous d'être là pour nous présenter ce formidable projet. On va en découvrir vraiment tous les côtés de la genèse au résultat avec vous. Avant même de s'intéresser au projet en soi, intéressons-nous à vous. Quel a été votre rôle à chacun sur ce projet, sur la création de ce nouveau campus? Françoise. Alors, mon rôle a essentiellement porté sur le conseil et l'accompagnement à l'équipe projet qui était chargée de la programmation, puisque c'est un bâtiment avec des bureaux classiquement, mais aussi des espaces spécifiques à Sciences Po, des salles de cours, des salles de séminaire, donc tout un accompagnement projet au moment de la conception. Et là, depuis la rentrée du 28 janvier, la surveillance et le pilotage de l'ensemble des espaces mis à disposition des étudiants. Donc une vision 360, en tout cas une vision en amont et une vision maintenant d'exploitation. Très bien, merci Françoise. Antoine, le rôle du chef de projet de JLL sur ce gros projet? Nous avons accompagné en fait Sciences Po dans le recueil de leurs besoins à l'époque, après avoir acquis ce site d'exception qui répondait à un besoin bien précis. On y reviendra tout à l'heure. On les accompagnait donc dans le recueil du besoin, dans sa formalisation, puis dans la constitution d'un appel d'offres afin de sélectionner un promoteur, une équipe de maîtrise d'œuvre complète pour la signature d'un contrat de promotion immobilière. Et puis, nous avons ensuite piloté ce contrat de promotion immobilière, des études de conception jusqu'à la livraison, en passant évidemment par toute une phase de travaux qui a duré, et l'ensemble ayant duré plus de 4 ans. Alors, je ne vais pas vous demander à vous, Antoine,
Pourquoi JLL? Je vais plutôt demander à Françoise pourquoi c'est JLL qui a récupéré le dossier. Je pense que les avantages de JLL et le savoir-faire de JLL a été identifié sur plusieurs sujets. La capacité à diriger et surtout à bien anticiper et comprendre nos besoins. Il y avait aussi une certaine expérience de JLL dans toute l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et Antoine nous parlera sûrement de toute la structure. En tout cas, c'était un choix tout à fait judicieux et opportun pour Sciences Po, à la fois en termes d'effectifs humains et aussi en termes financiers, puisqu'on est sur un projet qui a été maîtrisé dans son calendrier budgétaire et dans son calendrier de livraison, aux quelques mois près du Covid que nous avons tous eu dans nos projets immobiliers ces derniers temps. Et quel projet! Il était énorme, celui-ci. 4 ans, voilà, 4 ans de chantier. Antoine parlait d'un projet sur 4 ans, voilà. Ce chantier, on va le découvrir dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on revienne au commencement, au point de départ, Antoine, avec la présentation et l'histoire aussi du site qui nous intéresse, ce site de l'artillerie. Françoise, bien sûr, va commenter, vous allez commenter tous les deux. On voit un premier visuel donc, de la situation, Antoine. Tout à fait. Sciences Po qui fête ses 150 ans cette année est historiquement implanté dans le 7e, un petit peu disséminé, comme on peut le voir sur cette image-là. C'est quelque chose que vous ne savez pas forcément, parce qu'il y a à Sciences Po à la fois évidemment de l'enseignement, mais il y a toute une dimension recherche extrêmement importante. Et je pense que la sélection de ce bien, qui est un bien d'exception, qui est un site d'exception, répondait à ce besoin-là, d'arriver à regrouper sur un même lieu à la fois l'enseignement et la recherche. Évidemment, plus prosaïquement et d'un point de vue immobilier, ça permet également de libérer un certain nombre de locations, tout en conservant, que l'on peut voir en gris sur l'image, tout en conservant des sites historiques de Sciences Po, que sont le 27 rue Saint-Guillaume, le 9 rue de la Chaise, le 56 Saint-Père, le 13 rue de l'Université également. Et particularité également du site de l'artillerie que vous pouvez identifier en noir et qui est un site absolument exceptionnel dans le 7e arrondissement, c'est qu'il est en fait collé au 13 rue de l'Artillerie, que nous voyons au-dessus, un petit peu en forme de fourchette, qui est l'ancien site de l'ENA. Et la sélection de ce site permettait aussi de relier le site du 13 rue de l'Université à un nouveau site Sciences Po. Françoise, effectivement, c'était stratégique comme lieu. Exactement, puisqu'en fait, l'ensemble, le site de Saint-Thomas, c'est 14 000 m². Le site de 13 rue de l'Université, donc les anciens locaux de l'ENA, c'est près de 7 000 m². Donc, on a un ensemble de 21 000 m² où les étudiants peuvent entrer par la rue de l'Université, avoir cours dans un amphi, aller dans la cafétéria à Saint-Thomas, ressortir par la place Saint-Thomas d'Aquin. Donc, on a vraiment un ensemble de 21 000 m² avec donc des bureaux, des salles de cours, des amphis, cet endroit que l'on imagine à peine lorsqu'on est sur la place Saint-Thomas d'Aquin, collé tout à droite de l'église Saint-Thomas, et en fait, cet énorme ensemble. C'est le charme de Paris, et c'est ce qu'apprécient nos étudiants internationaux qui photographient et sont très présents sur les réseaux sociaux avec le nouveau campus. On le découvre en gros plan maintenant, ce nouveau campus, en tout cas le plan du dessus. Antoine, alors on va prendre un tout petit poil d'avance, mais on reviendra en arrière juste après. Voilà, ça c'est le projet. C'est parfait, c'est parfait. J'allais vous le demander, mais c'est parfait. Alors, c'est le projet que vous voyez en F, ainsi que la cour avec son gradinage qui a été créé. En fait, quand vous êtes place Saint-Thomas d'Aquin, qui est le petit rond-point devant l'église Saint-Thomas, vous ne vous imaginez pas cet îlot vraiment urbain qui est derrière les différentes portes. Le 13 rue de l'Université, on le voit, c'est une façade un peu plus moderne derrière. Et en fait, cet ensemble est composé est tourné autour de 3 cours finalement, avec 3 ambiances vraiment différentes. Une première cour qui s'apparente, juste si on peut revenir sur l'image d'avant, c'est une première cour qui s'apparente à un cloître
un cloître qui était un ancien couvent, donc très historique, très monacal. Une seconde cour qui est derrière, qui est dans le prolongement du F, qui est une cour un petit peu plus boisée, un petit peu plus fleurie, et enfin la cour énorme du milieu, au sein de laquelle finalement l'armée avait construit un grand bâtiment, et on le verra potentiellement sur les images après, un grand bâtiment tout en long, et qui, lorsqu'il a été détruit, a permis de dégager un immense espace. Nous, dans nos pitchs, on avait une image qui était assez forte et qu'on aime bien rappeler, c'est qu'on arrivait à poser un avion en fait dans cette cour. Voilà, un avion au moins un courrier, hein. Mais c'est vraiment comment articuler ces trois cours aux ambiances différentes et articuler également les différents étages et les différents niveaux pour faire de ce lieu un lieu véritablement de rencontre. Françoise, pour corroborer ce qu'a dit Antoine, c'était important effectivement de rassembler tout le monde et d'avoir ces flux, ces entrées, ces sorties pour tous. Tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir avoir dans un même bâtiment des activités de recherche, donc des chercheurs, pour mémoire Sciences Po, ce sont des chercheurs en sciences sociales, en économie, en droit, donc d'avoir à la fois des chercheurs donc dans des centres de recherche, des laboratoires, des étudiants qui vont en bibliothèque de recherche, des étudiants qui peuvent être doctorants ou dans les premiers cycles du collège, des étudiants qui vont en salle de cours, des étudiants qui vont à la cafétéria, des étudiants qui viennent travailler en salle informatique, et des étudiants qui travaillent sur les gradins, dans les espaces ouverts. Je crois que Miguel, tu nous as préparé un petit film, une interview de l'architecte où on va voir en fait ce qui est le clou de l'exemple. Voilà, c'est des étudiants qui peuvent être déployés sur les gradins. En fait, nous avons la chance d'avoir un amphi extérieur en plein cœur de notre campus. Ça, c'était l'idée géniale, c'est l'idée géniale de Jean-Michel Wilmotte. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout à Sciences Po. On avait pour l'instant uniquement un jardin d'hôtel particulier entre le 27 rue Saint-Guillaume et le 56 rue des Saints-Pères. Et c'était un jardin plat avec des étudiants qui s'assiedent à plat. Et là, on est en train de découvrir ce que c'est qu'une agora urbaine, ce que c'est que des amphis, des gradins extérieurs, et c'est un vrai plaisir. Alors, on écoutera effectivement, Françoise, tout à l'heure, l'architecte, M. Wilmotte, nous présenter à la fois sa vision et ce qu'il voulait créer à travers ce nouveau campus. Mais avant cela, il y a eu du travail, il y a eu d'énormes travaux, un chantier, on l'a dit, qui a porté sur 4 ans, parce que là, on a les images de ce qu'espérait Wilmotte et associés, mais avant cela, il y a eu beaucoup de travail. Je vous propose de regarder quelques images des travaux que vous allez pouvoir commenter, Antoine et Françoise. Françoise. Donc là, on est dans la cour où se situent désormais les gradins et le nouveau bâtiment. Vous voyez que les sous-sols ont été creusés et on commence à deviner le niveau, donc ce niveau -1 dans lequel on va installer la bibliothèque de Sciences Po et certaines salles de cours. Techniquement, c'est un bâtiment qui a été déconstruit, donc déconstruit au sens démoli en faisant du tri. Le tout, vous l'avez vu, en cœur d'îlot, les camions ne pouvant entrer et sortir que par la petite place devant l'église Saint-Thomas d'Aquin, ce que Antoine nous a montré sur le plan. Voilà, on voit... Là, on est dans une autre des cours où on verra tout à l'heure l'école de journalisme de Sciences Po. Donc là, on a même un niveau -1, où vous verrez tout à l'heure les studios de l'école de journalisme de Sciences Po installés. Voilà, on essaie d'avoir une vision globale pour bien réaliser l'ampleur des travaux. Et ce qui est fou, c'est que c'est en plein cœur de Paris et que la logistique, le travail a dû être très compliqué, Antoine et Françoise. Antoine ? Le travail, c'est très complexe parce que c'est un site enclavé avec un seul accès via la place Saint-Thomas d'Aquin, évidemment. Donc, vous imaginez pour creuser et évacuer un certain nombre de gravats, de volumes de terre, ça a été une logistique impressionnante. Le promoteur Sougelim Dixens, qui s'est attaché les services de Bouygues,
rénovation privée, a mis en place en fait un système de plateforme logistique près de la Seine avec prise de rendez-vous. Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se permettre d'avoir 4-5 camions sur la place qui attendaient afin d'être chargés pour évacuer. Qui dit enclavement du site dit aussi nuisance, dit riverains très proches et donc nuisance à gérer, sans oublier que comment dirais-je, la localisation finalement de ce lieu-là, nous avons des riverains qui n'ont pas peur de la procédure, voilà, pour le dire très franchement. Tout s'est fait de façon toujours très cordiale, mais c'est vrai que c'est un risque complémentaire à gérer, qui a été géré par Sciences Po et par le promoteur également. Peut-être juste un chiffre, Antoine. Je crois que nous avons 27 riverains, c'est ça, ou plus d'une vingtaine de riverains. Voilà, catégorie CSP++, voilà, avec chacun leur avocat spécialiste d'immobilier, des nuisances et autres. Donc nous avons été très vigilants, mais encore une fois, l'expérience de Bouygues Rénovation, du promoteur et de JLL nous a été fort utile pour pouvoir séquencer les sujets et serrer les problèmes. Des problèmes, il y en a forcément eu, Françoise. Et une fois que ces travaux ont été terminés, voilà, on y arrive et on voit maintenant la réalisation du projet. Vous avez vu comme on a passé 4 ans hyper rapidement. Il a fallu, j'imagine, régler les problématiques de déménagement, de ramener tout le monde ici. Ça n'a pas dû être simple. Alors, quelques chiffres, on a installé 400 postes de travail. Ouais. Ça représente 9 centres de recherche. Donc, on a étalé ça entre décembre et janvier sur 2 mois. Et surtout, nous nous sommes attachés à faire en sorte que les locations que nous quittions, nous pouvions les quitter au moment soit de fin de bail, soit au moment de des moments négociés. Donc, il y a eu tout ce volet d'installation des équipes. Et le deuxième volet important, c'est la mise en route, la mise en œuvre des salles de cours. Puisque la raison d'être de Sciences Po, c'est d'accueillir des étudiants. Donc, nous avons une vingtaine de salles de cours et de salles projets qui, depuis le Covid, comme beaucoup de salles, sont désormais des salles hybrides, donc avec des équipements audio, des équipements micro, écran très particuliers. Donc là, Miguel, tu nous montres, là par exemple, c'est là où travaillent les étudiants de Sciences Po, les étudiants doctorants qui ont donc une vue très claire, très transparente sur les espaces. On voyait juste avant des étudiants qui prennent donc les marches de l'amphithéâtre extérieur. Donc on est vraiment et sur le côté droit, on devine des salles de cours si vous avez l'œil. Et vous avez vu les photos avant, pendant le chantier, c'était donc tout cet espace qui a été creusé et récupéré. On l'a vu aussi là, vous avez conservé pendant cette rénovation et ce chantier aussi quelques-uns des escaliers et des éléments intérieurs historiques magnifiques. Oui, il y a une dimension patrimoniale qui a dû être respectée. On le voit au niveau des fenêtres extérieures, des murs extérieurs et bien sûr de ce splendide escalier qui a été gratté. Et voilà. Et on a le cloître aussi, je crois, en photo, voilà, puisque c'est l'un des 2 exemples. Il y a 2 cloîtres dans Paris, voilà, dont un sur le site de Saint-Thomas. Bon, j'essaie de passer en diapositive pour qu'on voit un peu tous les espaces, parce qu'on va en parler, bien sûr, de ces espaces et de cet environnement de travail. Antoine, vous vouliez réagir à ce que disait Françoise par rapport au côté patrimonial? Tout à fait. Il y a un côté patrimonial tout à fait exceptionnel avec des éléments inscrits, des éléments classés. Évidemment, pas un sujet facile. J'ai même envie de dire, dans les propositions au stade du concours du promoteur et des architectes, n'oublions pas que nous sommes aussi dans le 7e arrondissement qui est géré par un PSMV qui remplace le PLU avec un certain nombre de contraintes. Et en fait, la force de ce projet a été d'arriver à recréer des surfaces en sous-sol, à gagner de la surface véritablement en sous-sol. Évidemment, interdiction de créer des surfaces en superstructure, ce qui permet d'avoir ce socle rez-de-chaussée, rez-de-jardin
sous-sol, où se passe un certain nombre d'échanges avec des salles de cours, etc. Et en superstructure, vous avez ensuite les différentes écoles, les centres de recherche et les différents bureaux. Et ce que notait également Jean-Michel Wilmotte dans la philosophie et dans la façon dont il a abordé le projet et conçu ce projet, c'était de se dire, créons des espaces pour les étudiants, dont les étudiants se souviennent, à un âge où finalement, ce sont des êtres humains en construction, en formation. C'est une des philosophies aussi de Jean-Michel Wilmotte. Il se dit que les lieux dans lesquels vous vous formez vous marquent finalement, vous marquent profondément. Et je pense que c'est un lieu tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là. Vous savez quoi? Vous me tendez une perche et je propose que Clémentine, à la réalisation, bascule sur la vidéo dès maintenant, puisque vous évoquiez les propos de Jean-Michel Wilmotte, l'architecte du site. Je vous propose que nous l'écoutions tous ensemble pour bien comprendre en détail la vision de l'architecte. Et je vois que vous posez des questions sur la partie chat. Je les poserai bien évidemment dans quelques instants. Ah voilà. Clémentine a pris la main et on va écouter et regarder la vidéo de Jean-Michel Wilmotte tout de suite. Alors, le temps qu'on la retrouve, hop, voilà. C'était un couvent, ça avait été pensé par des religieux et qui avaient une belle notion des rapports entre les espaces vides et les espaces pleins. Et justement, tout ce qu'ils ont construit, si vous voulez, c'était d'une grande qualité et surtout des bâtiments assez étroits, de façon à ce qu'ils soient baignés de lumière du matin au soir. À la fois d'un côté Saint-Thomas d'Aquin, on pouvait avoir une entrée, mais on pouvait aussi en avoir une autre côté rue de l'Université, et donc un bâtiment bien irrigué. Ensuite, irrigué à la fois dans les circulations, irrigué par la lumière, irrigué par des bonnes circulations, des circulations verticales splendides, des escaliers extraordinaires. Alors nous, notre travail, ça a été de dire, on va enlever un petit peu les strates qui sont venues un peu détériorer le bâtiment. Donc on a tout de suite imaginé d'enlever ce bâtiment 50 qui était au milieu de la cour Gribeauval. Et c'est à partir de là on a récupéré un espace magnifique. Et donc on a pu créer un nouveau bâtiment et y intégrer un grand amphithéâtre extérieur. Vous voyez, Sciences Po a toujours besoin de lieux où les étudiants se réunissent. Rue Saint-Guillaume, c'était la péniche. Là, c'est l'amphithéâtre. C'est un peu comme ça que nous l'avons vu, si vous voulez. Dans cet amphithéâtre à ciel ouvert où on peut se réunir, s'asseoir et puis organiser des spectacles, on peut organiser des rencontres qui sont intéressantes face à la cafétéria. On a creusé l'ensemble pour y mettre à la fois des salles de travail, des salles de réunion, et surtout la bibliothèque. La bibliothèque qui est un endroit très agréable, qui est tout autour de l'amphithéâtre, de l'amphithéâtre en plein air, et qui en plus récupère toute la lumière naturelle qui est créée grâce à la dénivellation de l'amphithéâtre. En ce qui concerne l'espace, par exemple, dans la cour Treuil de Beaulieu, on a imaginé l'école de journalisme, on l'a baissé d'un plateau et on a fait un jardin bas. On a fait aussi un jardin haut, mais dans le jardin bas qui donne de la lumière naturelle directe sur les salles de cours. Pour l'éducation, je pense qu'un étudiant ou un chercheur, il est marqué par les lieux où il travaille, puisqu'il passe certainement plus de temps dans ces lieux que chez lui. Donc c'est très important qu'on fasse très attention à la qualité des espaces de travail. Même si un étudiant n'est pas spécialiste en architecture, il le sentira à son insu presque. Il y a les professeurs, l'enseignement qui prodigue, mais aussi les lieux de travail. Sciences Po. Voilà pour les explications de Jean-Michel Wilmotte, l'architecte de ce superbe campus. D'ailleurs, beaucoup de témoignages et de messages en ce sens sur le chat. Véronique nous dit bravo, c'est magnifique. Eric, très impressionnant ce chantier. Il y a une question, tiens, Françoise de Waïd, qui vous demande si vous avez visé une ambition environnementale, et Antoine pourra peut-être y répondre aussi, pour cette rénovation et son exploitation ensuite.
Votre micro, Françoise. Hop, et qui me demande, à mon avis, de répondre. Alors, je vous confirme que l'équipe de maîtrise d'œuvre de construction également a été accompagnée du cabinet de Franck Boutet. Des ambitions environnementales ont été bien évidemment visées, et des certifications, mais la difficulté a été que nous étions sur de la rénovation de bâtiments inscrits classés avec un certain nombre on a dû garder finalement un certain nombre d'huisseries. Je pense notamment au bâtiment 1, c'est-à-dire le bâtiment F. Donc ce ne sont pas des certifications très marquantes et très poussées comme peuvent l'être des certifications sur des immeubles de bureaux. En revanche, sur le bâtiment neuf, la petite émergence que l'on a pu voir, là, on est sur des certifications un peu plus poussées, d'HQE, de BREEAM et des Finergie, plus également avec des niveaux qui sont plutôt very good et très performants. En revanche, en termes d'exploitation, je ne saurais pas vous répondre à ce stade. Et Françoise pourrait peut-être. Alors, en effet, Antoine a donné les éléments de réponse. Il y a deux types de bâtiments. Les bâtiments patrimoniaux ne peuvent pas amener des certifications qui sont extrêmement particulières. En revanche, les constructions neuves et les constructions en rez-de-jardin, elles répondent aux certifications dont a parlé Antoine. Sur l'exploitation, c'est un travail au quotidien que l'on mène. Je pense notamment à la gestion des éclairages la nuit. Alors, c'est à la fois pour nous et vis-à-vis des voisins aussi. On est aussi sur une gestion de certaines centrales de traitement d'air, puisque bien qu'ancien, bien que rénové, le bâtiment dispose désormais d'une gestion technique du bâtiment. Donc, on peut, nous, commencer à piloter de façon précise en fonction des premières factures que nous recevons, que ce soit l'électricité ou du traitement d'air. Parlons du travail et de l'environnement de travail. Françoise, comment ça s'est passé la rencontre entre les étudiants et les chercheurs? Parce qu'il y avait peut-être des étudiants qui ne savaient même pas qu'il y avait des chercheurs. Exactement, ça c'est l'une des découvertes, c'est le fait de pouvoir mettre sur un même site des centres de recherche et des étudiants dès l'entrée dans la rue qui mène à l'accueil du bâtiment. Les étudiants ont pu découvrir qu'il existait à Sciences Po le CEVIPOF, qui est donc le centre de recherche sur la vie politique française, ou le Media Lab, qui travaille sur les données et sur tout ce qui est lié aux données, à la réputation sur Internet. Et ça, c'est fascinant parce qu'ils ont enfin fait le lien entre certains de leurs enseignants qui sont des chercheurs dans des centres de recherche. Et ça, c'est quelque chose de génial. Nous, on l'a vu fonctionner. On a passé les 2 premières semaines du mois de janvier et du mois de février à accompagner chacun des enseignants et chacun des nouveaux arrivants. Et il y avait une découverte de qui était qui au sein de Sciences Po. Puisqu'en fait, en résumé, les centres de recherche de Sciences Po étaient, et Antoine l'a bien montré avec le premier élément, le premier plan, étaient répartis sur différentes adresses du campus. Le CEVIPOF était par exemple au 98 rue de l'Université, des sociologues étaient 19 rue Amélie. Donc là, maintenant, tout le monde est sur le même site. Et donc, les bâtiments que l'on voit sur la photo générale autour de l'amphi extérieur, ont vu sur les gradins, ont vu sur les étudiants des chercheurs du Centre d'Histoire, des chercheurs du Centre de la vie politique française, des sociologues. Donc voilà, on a vraiment un partage, un échange, des choses qui n'arrivaient pas jusque-là. Et ça, on n'y avait pas, on l'avait écrit, on l'avait vu sur le papier. C'était dans notre liste de souhaits, mais de le voir dans le concret, quand les gens prennent la même porte, utilisent la même cafétéria, c'est vraiment un plus. Donc, il y a trois super découvertes. C'est le fait que le lien avec le 13 universités, ça fonctionne comme si ça avait toujours fonctionné. Ouais. Et on l'a vu rapidement dans le film avec Monsieur Villemotte. C'est le fait que les gradins extérieurs fonctionnent comme s'ils avaient toujours été là. Et le troisième point, voilà, c'est cette mixité des fonctions qui est observé tous les jours.
Je crois que c'est une conclusion parfaite, Françoise, après cette visite de ce très beau campus. Il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat. Je vous invite, Françoise et Antoine, à y répondre directement. En tout cas, merci pour cette belle découverte et ce campus que vous nous avez présenté tous les deux. Merci Antoine, merci Françoise. Merci Miguel. À bien, merci. Merci d'avoir participé à cette édition. On va, vous allez continuer à poser vos questions et on va enchaîner, nous, avec la rubrique de Mario qui, Mario, nous éclaire. Bonjour Mario, comment ça va? Bonjour Miguel, très bien. Et toi? Très bien, je suis ravi de t'accueillir dans ce mag. Tu te transformes aujourd'hui en historien puisque tu vas nous raconter l'histoire des bureaux. Tu vas nous éclairer sur cette histoire et tu as décidé de repartir très loin jusqu'au Moyen-Âge. C'est ça, parce que j'estime que pour comprendre où on va, il est très bien de savoir d'où l'on vient. Car on pense parfois que le bureau est une invention récente, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque si on prend un peu de recul, on voit très bien que les espaces de travail qu'on connaît aujourd'hui comme les bureaux ont quand même leur histoire. Prenons par exemple un tableau de Botticelli qui montre au XVe siècle déjà Saint-Augustin, qui date. Saint-Augustin venait beaucoup avant le XVe siècle, mais il est montré au XVe siècle dans un espace qui était le prédécesseur rudimentaire d'un bureau, avec sa table, sa chaise et même ses étagères. Et c'est tout à fait normal, car c'est à la fin du Moyen-Âge où on commence à séparer graduellement les espaces personnels et professionnels des travailleurs intellectuels, comme par exemple les avocats ou les fonctionnaires. Par contre, c'est au XVIIIe siècle où on commence à voir les premiers bureaux modernes. Et là, prenons l'exemple de la East India House, le siège social de la Compagnie britannique des Indes orientales. À l'époque, c'était un siège impressionnant, capable de gérer l'ensemble des possessions britanniques en Inde depuis un lieu centralisé. Par contre, si on pense à la QVT des collaborateurs, la vie au bureau n'était pas vraiment au top. Déjà, partons du principe que le stress était vu comme une folie. Donc ça veut dire que si on était stressé par notre travail ou par notre manager, on pouvait littéralement finir dans un asile. En plus, il y avait les frustrations. Oui, c'est impressionnant, mais voilà. Il y a eu des progrès. Mais en plus, il y avait les frustrations du quotidien, comme par exemple le travail répétitif ou l'obligation d'attester sa présence toutes les 15 minutes par signature. Donc, peu importe ce qu'on faisait pendant notre journée de travail, il fallait signer tous les 15 minutes en bout de papier en disant qu'on était toujours là. Ça ne va pas vous surprendre, mais des poèmes entiers ont été consacrés aux conditions de travail infernales de la East India House. Et même si ces pratiques nous semblent aujourd'hui extrêmes, elles nous montrent quand même que le mal-être au bureau n'est pas une nouvelle problématique dans le monde du travail. Mais bon, passons en tout cas directement aux révolutions industrielles, car ici, on commence à voir des bureaux à peu près partout, grâce notamment aux nouvelles technologies. Par exemple, avec le télégramme et le téléphone, il est beaucoup plus simple de séparer les espaces tertiaires des espaces industriels, et c'est grâce à l'ascenseur électrique qu'on voit les premiers gratte-ciel, comme par exemple le Flatiron Building à New York qui se trouve dans ce slide. Merci beaucoup. On voit aussi l'émergence du Taylorisme, qui est une organisation du travail qui est très complexe, mais que, en ce qui me concerne, va défendre une hiérarchie très stricte entre les salariés et les managers. Et avec l'influence de ce modèle, les salariés commencent à travailler depuis des grands open space qui sont surveillés par leurs managers, qui, eux, par contre, avaient droit à des espaces fermés. Ces espaces étaient loin d'être confortables pour les salariés, car on pensait à l'époque que le confort inciterait à la paresse. Donc voilà, on est très loin de la considération de bien-être de QVT d'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche contraire. Mais bon, peu à peu, cette vision commence à changer, notamment après les 2 guerres mondiales. Et pendant les années 50, on va commencer à s'intéresser réellement à l'aménagement des espaces et aux besoins des salariés. D'ailleurs, c'est pendant ces années que les premières théories sur la QVT voient le jour. Par contre, et on le voit bien dans ce slide, à partir des années 80, on a tendance à prioriser l'optimisation des surfaces, et c'est là où le bureau à cloison voit le jour, qui est un espace qui ne fait pas particulièrement le consensus entre beaucoup de salariés, notamment pour plusieurs raisons. Mais bon, après, une vingtaine d'années plus tard, et à partir des années 2000, on commence à décloisonner progressivement les espaces. Donc avant, on avait le bureau à cloison, et maintenant on commence à décloisonner.
On voit aussi une nouvelle culture du travail arriver, notamment d'inspiration californienne, qui est centrée plutôt sur le bonheur et sur un esprit légèrement même anti-corporate. Et c'est là, en fait, où les célèbres baby-foot et les tables de ping-pong commencent à rentrer dans le bureau. C'est là aussi que la QVT commence à vraiment prendre de l'ampleur dans le monde des entreprises. Et c'est aussi dans les années 2000 où on voit une autre tendance clé qui marque beaucoup notre vie d'aujourd'hui au travail, mais qui a commencé quand même au début des années 2000. Ça s'appelle le début du télétravail. D'ailleurs, c'est grâce au télétravail qu'on invente le premier espace coworking en 2005, qui a été inventé à San Francisco et qui s'appelait Spiral News, comme le montre ce slide. Donc Spiral News, la maison du bien-être. Ce qu'on voit dans le XXIe siècle, et c'est très intéressant, c'est que le bien-être prend une place très importante dans le monde du travail. Car même si les espaces changent, même si les bureaux se transforment, il semble de plus en plus difficile d'ignorer aujourd'hui le bien-être des collaborateurs. Et cela change pas mal des bureaux du passé, comme on a pu voir, et fort heureusement, car aujourd'hui, on ne voit plus le stress comme une folie, et le confort n'est plus vu comme une source de paresse. Donc voilà, même s'il y a quand même du travail à faire aujourd'hui, on a encore des problématiques liées au bien-être à la QVT, on part de très loin, et on a quand même beaucoup progressé si on regarde en fait l'histoire en face. Donc voilà, nos époques changent, et nos bureaux aussi. Donc voilà, rapidement, en fait, une histoire des bureaux. Une histoire très claire. Merci beaucoup, Mario. J'ai l'impression que quand on voit cette histoire, on est en train de se dire que le meilleur est à venir. C'est plutôt rassurant. En tout cas, merci beaucoup. Et on te retrouve bien sûr pour tes Busy Ratio, pour toutes tes études et prospectives sur le site de l'ARSEG, arseg.asso.fr. Merci, Mario. Merci, Miguel. Et on va continuer, tu vas rester toi aussi, on va continuer à parler bien-être, puisque tu l'as dit, c'est une des prérogatives maintenant de l'environnement de travail dans la chronique, la dernière de cette édition, le repérer pour vous. Et on continue donc à s'intéresser à cette notion de bien-être et à ces espaces non liés au travail, même si c'est sur le lieu de travail, de plus en plus important pour les salariés. C'est vrai qu'il est loin le temps où un candidat qui postulait pour un job se contentait de savoir combien de congés payés il pouvait avoir et de tickets resto auxquels il pouvait prétendre. Maintenant, les salariés demandent beaucoup plus pour notamment travailler dans des conditions où ils peuvent évacuer le stress, comme le disait Mario à l'instant, la charge mentale qu'implique leur travail. Tiens, notez en illustration ces chiffres que j'ai repérés pour vous. Comment vont les salariés français? C'est les chiffres du tout dernier baromètre du cabinet Empreinte Humaine, spécialisé sur les risques du travail et sur la santé au travail. Ils font un état des lieux sur la qualité de vie au travail tous les 6 mois. Et donc, vous le voyez sur ces chiffres, les choses se dégradent. Les personnes interrogées sont désormais 41% à s'estimer en détresse psychologique contre 38% en octobre 2021, lors de la précédente enquête. Par ailleurs, les salariés sont 50% à avoir tendance à s'isoler, à se couper du monde, et 40% à perdre souvent patience, à être plus facilement irritables. Un tiers sont moins réceptifs aux idées de leurs collègues. Cette notion de travail en équipe a été vraiment mise à mal par le Covid. Bref, le besoin de se détendre seul ou en équipe, de retrouver l'esprit d'équipe est devenu capital. Et d'ailleurs, on va le voir sur les tendances. Et un autre chiffre, 70% des salariés français peuvent choisir leur emploi en fonction des lieux, services, technologies, outils liés au bien-être qu'on va leur proposer. Alors, comme l'a dit Mario, on connaissait la table de ping-pong, le billard, le baby-foot. On est passé dans certaines entreprises à la salle de karaoké, comme le font les Japonais. Mais la vraie tendance qui se démarque à travers le monde, elle est au calme, à la méditation, au yoga, à la sophrologie ou encore à chouchouter les employés, vous le voyez sur l'image, en proposant par exemple des massages. Et puis, il y a aussi d'un autre côté les bureaux pet-friendly qui acceptent les chiens, une présence qui d'après certains renforce l'esprit de convivialité. Mais bon,
Si chacun amène son chien au travail, ça risque d'être un beau bazar. Bref, au Japon, d'ailleurs, ce n'est pas les chiens qu'on amène avec soi au travail, ce sont les chats. Là-bas, on est plus cat-friendly, comme vous pouvez le voir sur l'image. Les chats, symbole de ronron, thérapie, et des employés qui affirment ressentir moins d'anxiété, moins de stress en leur présence. Bref, les idées et les solutions sont nombreuses et je vous propose d'en découvrir avec ces 3 ouvrages que j'ai sélectionnés pour vous. La méditation au travail, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Je médite au travail, c'est un ouvrage qui vous propose de découvrir 10 séances d'auto-coaching. Vous développerez des compétences clés pour agir avec plus de justesse, plus de clarté, en tant que manager, par exemple, communiquer avec authenticité, placer la bienveillance, la compassion au cœur de votre activité, vous engager avec les autres en toute sérénité, découvrir la pleine conscience au travail. Oui, c'est possible. Vous avez dans cet ouvrage un quiz pour vous auto-évaluer, vous avez un carnet de bord pour vous mettre en situation, des séances de méditation pour vous apaiser, des conseils de professionnels pour vous sentir bien dans votre job, en solo ou en équipe. C'est un livre de Stéphane No, sorti aujourd'hui. Voilà, c'est dispo depuis ce jour aux éditions Vuibert. J'ai eu la chance de le parcourir et franchement, c'est très bien fait. Un autre ouvrage qui, lui, est disponible depuis le 10 mars, et je vous le conseille aussi, c'est Qualité de vie et santé au travail, théorie et pratique. C'est un ouvrage écrit par un collectif de 4 chercheurs de la chaire universitaire STICO, Santé au travail individuel, collectif, organisation. C'est un livre très complet qui aborde les sujets psychologiques, juridiques, gestionnaires. C'est paru aux éditions Septentrion. Et puis, alors, tout à l'heure, Mario parlait de paresse. Ça tombe bien parce qu'il y a une idée qui vient des Pays-Bas où même au travail, on pratique le Niksen. Vous le voyez, le livre du Niksen, c'est le livre que je vous conseille. Vous allez pouvoir, ce qu'on pourrait traduire par l'art de ne rien faire. De plus en plus d'entreprises néerlandaises mettent à disposition des salariés des espaces et des bureaux dédiés au calme, insonorisés, où chacun peut venir s'isoler pendant quelques minutes pour évacuer la pression, faire le vide, recharger les batteries en ne faisant rien. Pas même de méditation, non, juste appuyer sur le bouton pause pour hop, repartir du bon pied. Si vous voulez en savoir plus sur le Niksen, donc je vous conseille ce livre paru récemment aux éditions Pocket. Et puis enfin, on n'oublie pas, vous le voyez là aussi sur l'image, la fameuse appli de méditation Petit Bambou, qui en plus de programmes personnels, vous propose 10 programmes dédiés au travail pour, je cite, trouver ses ressources positives, gérer une transition professionnelle, prendre la parole face aux équipes, prendre des décisions plus justes avec les employés, cultiver sa créativité, retrouver la joie au travail, l'harmonie entre collègues. Bref, je vous conseille vivement ce programme dédié au travail. C'est très, très bien fait. Vous allez voir, vous serez tout zen après et l'esprit d'équipe, l'esprit collectif en sera que meilleur. Voilà, c'est la fin de cette 7e édition du MAG, la première pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes invités à réagir, bien sûr, sur le chat, à nous dire, à me dire ce qu'il faut améliorer, changer. On sera bien évidemment à l'écoute. Je serai à votre écoute. J'écoute vos conseils. C'est un travail, là aussi, d'équipe. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer, à Clémentine à la réalisation, à Clémentine et Chloé, l'équipe de la com, à Mario, à Latifa de m'avoir fait confiance. Vous retrouvez toute l'actualité de l'association sur le site, bien sûr, www.arseg.asso.fr. On se retrouve au mois de juin pour la 8e édition de ce Web in Arseg le MAG. D'ici là, on se sera peut-être vu au Salon Workspace fin mai, début juin. J'espère vous y voir, en tout cas avec des belles conférences qu'on vous prépare. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.